Bonsoir, bande de geeks. Salut Castagueule. Bande de geeks. Je sens Fufu chaud. On a lu ton truc sur le chat. Peut-être que ça va être le nom de l'émission quand elle va update. Alors, avant qu'il nous installe du coup le décor, on va voir pourquoi le stream s'appelle Socialiste à réalité, puisque les trois films que nous avons vus ont un point commun, c'est qu'ils parlent de social et de société à différents degrés. On va dire que le premier parle d'une condition sociale et évoque même des thèmes sociétaux. Hein. D'ailleurs, bonjour Mathieu Thury, je sais pas s'il est sur le live. J'aimerais bien. Peut-être qu'il est sur le live. Moi, tu m'as dit, ouais, je connais quelqu'un. Qui connaît quelqu'un qui connaît Mathieu Thury. Après, je me suis dit, ouais, on va l'avoir sur le live. Après, non, voilà quoi. Tu m'as un peu teasé. Moi, je me suis dit, on va avoir les trucs et tout, mais en fait, non. Moi, je t'ai dit, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Mathieu Thury. Ah non, je te dis la vérité, c'est juste, j'ai pas son numéro de téléphone, non, mais c'est pas une photo, je vais pas te le faire venir en live. Film que nous avons vu avec Raven, mais je le laisse alimenter les ressources en documents. Le deuxième film. J'ai pas envie de montrer trop de trucs en fait. Il n'y a pas besoin de montrer trop de trucs. Parce que c'est vrai que nous on y allait, faut le dire, sans rien savoir sur le film. Ah donc j'avais pas vu de bande-annonce. Vraiment. On savait même pas de quoi ça allait parler. Alors faut savoir que j'ai vu une petite subtilité sur l'affiche. Il y a. Alors, on peut vous mettre l'affiche. Elle est là. Ouais. Tu la vois? Oui. Ah, je l'avais pas vu. Il y a marqué déjà ceux qu'ils ont réveillés auraient dû rester endormis. Hein, déjà. Oui, mais. Pour le coup, attends, quand même. Gueule Noire, réalisé par Mathieu Thury, et je vais laisser Raven vous présenter le synopsis. Oui, alors, après, on va pas... Non, pas le synopsis, le casting et la réal. Oui. On va pas parler non plus... Enfin, je vais pas parler, du développement et de tout ce qui va avec le film et tout, parce qu'en fait, il y a une interview qui existe du réalisateur sur Jumpscare, je crois, le podcast Jumpscare, qui est vraiment très intéressant, et je vous conseille d'aller le voir. On va juste, parler du réal un petit peu de ce qu'il a fait juste avant. Hein. Donc, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. J'ai vu qu'un seul film de lui, parce que j'ai pas vu l'autre. J'ai vu Hostile. Hostile, c'est ça. Alors, tourné entièrement en anglais. C'est un huis clos. En fait, c'est un huis clos qui se passe dans une voiture accidentée. En fait, il y a une meuf qui fait un accident, et en gros, l'univers où ça se passe, c'est un univers post-apo. Donc, en fait, il y a un truc qui vient l'emmerder après qu'elle ait fait son accident. Inspiration Cujo de Stephen King, quoi. Alors, non, pas trop. Pas trop, mais c'était cool, j'avais bien aimé, c'était une petite série B cool et tout. J'avais été étonné après d'apprendre que c'était, parce que moi quand je l'ai vu c'était en mode, je crois que je l'ai vu en streaming, et c'était en mode film série B comme ça, et j'ai été étonné de voir que c'était un Français qui l'avait réalisé. Après il y a eu Méandre qui est sorti au cinéma, mais que je n'ai pas vu parce que très peu distribué, mais apparemment, alors si on peut voir l'affiche du film, vous voyez, il a été pas mal récompensé, enfin nominé ou récompensé, je ne sais pas. Et pareil, c'est un huis clos tout simplement d'une fille qui est dans un tube. Voilà. Il aime bien l'enfermement. En fait, il le dit dans l'interview, t'es claustro, non, je suis pas claustro, mais c'est juste que ça coûte moins cher. Ah d'accord. Voilà, et il a raison. Donc voilà. Donc là, on est sur son prochain film, son nouveau film, Gueule Noire, qui se passe dans une mine, et c'est lui à la réalisation et lui au scénario. En acteur et actrice, on a Samuel Le Bihan, Amir El Kassem, Jean-Hugues Anglade, Thomas Soliveres, Bruno Sanchez, Diego Martin, Marc Risso, Philippe Torrenton, et puis je crois que c'est tout. On a Arthur Guivarch là, mais je crois que c'est tout en acteur. Faut savoir que Bruno Sanchez, je sais pas si tu le connais. Tu connais... Waouh, putain, j'ai oublié. Des crêpes? Non, c'était un duo comique sur Canal+, Liliane et je sais plus quoi, là. Ah, qui passait dans Quotidien? Ouais. Oui, Liliane et quelque chose, et il faisait une des meufs dans les sketchs. D'accord. Donc c'est drôle de le voir là-dedans. Pareil, Marc Risso, c'est un acteur que j'ai vu, moi, dans les films comiques, que j'aime plutôt bien. Donc voilà, pas beaucoup plus à rajouter, à vrai dire. Hein, pas beaucoup plus à rajouter, ni plus pour vous raconter l'histoire qui parle des gueules noires. Les gueules noires, qui sont-ils? Ce sont des mineurs qui travaillent dans le nord de la France, mais un peu partout en France, là où il y a des mines de charbon.
et qui, en faisant, en creusant des galeries, tombent sur quelque chose sur lesquels ils ne devraient pas tomber. Et ils sont, alors avant ça, ils sont rejoints par Amir, qui est un ressortissant marocain, marocain, c'est ça, qui est embauché par la France parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre à l'après-guerre. Et il rejoint du coup une mine dans le Nord-Pas-de-Calais avec une équipe qui doit creuser des galeries, mais à la demande d'un tiers qui est scientifique, archéologue ou chercheur, je sais pas, c'est pas spécifié, qui ressemble diablement à François Hollande. Ils le font, putain, ça on en parlera, mais ils le font passer pour un professeur. Voilà, par un professeur. Ouais. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il tombe sur cette fameuse sur ces fameuses résultats de recherche, bah vous en doutez bien. Ils vont pas tomber sur quelque chose de très sympathique et c'est là que le film commence vraiment. Si tant est que ce soit, parce que c'est quand même loin dans le moment du film, bien que... Alors, ça on peut en parler, qu'il y a 2 films en un. Il y a 2 films en un. Il y a une première partie qui parle justement de ces mineurs. Qui plante le décor. Mais vraiment, là on est dans un... Alors c'est drôlement bien filmé, c'est incroyablement bien filmé. C'est très bien réalisé, bravo. Salut Troche. Alors, Troche, toujours au rendez-vous. Pour cette première partie, c'est incroyablement bien filmé. On parlera de la deuxième partie. Enfin, je parlerai de la deuxième partie un peu après. Mais c'est très documenté et le réalisateur dans les interviews il le dit. Il est allé justement dans le Nord-Pas-de-Calais, là où il y avait réellement des mines à l'époque, pour parler à des anciennes familles de mineurs, pour avoir des interviews de personnes qui ont eu des pères ou qui ont même travaillé là-bas et tout. Et il y a il y a pas trop de trucs, mais il y a plein de trucs intéressants qui te mettent en place, genre comment ils descendent, comment ils s'habillent, l'équipement qu'ils ont, même les décors, parce que je crois que c'est là. Voilà, les décors, ce sont des vraies mines. Alors, des restes de vraies mines où ils ont à peu près tourné, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de trucs dans des studios, je crois. Il faut savoir qu'ils ont tourné aussi quand ils sont dans les mines, c'est dans des... Alors, je sais pas si des vraies mines, mais il y a une partie, je crois, c'est des morceaux de mines. Puis après, ça doit être, je pense, des carrières ou des trucs comme ça souterraines, tu vois. Mais c'est incroyable parce qu'on est vraiment plongé dedans. Mais à fond, je trouve que l'immersion est vraiment... la couleur aussi. Vraiment totale. La colorimétrie des plans. Ouais, la photographie et tout. Un peu grisâtre. Et ouais, ça dure quoi? Ça dure bien 25 minutes. 25 peut-être... Non, 25 minutes, je pense. 20-25 minutes. Et on est à fond dedans. Et puis après, le film... une fois que ils nous ont planté le scénario, justement comme tu as dit, avec ce professeur qui arrive, qui rejoint les mineurs et qui veut qu'on creuse pour lui, une fois que le professeur est emmené là-bas, le film change tout quoi. Moi, honnêtement, alors ça dit quoi les gars? Troche, on va t'expliquer ce qu'il dit là. Comment ça dit? On va très bien, on espère que toi aussi. Les acteurs sont bons, les plans c'est cool, le film t'es dedans, c'est sympa. Ça se regarde bien, même si c'est le genre de cinéma auquel moi je suis pas trop habitué ou que je regarde pas trop. J'avais des attentes, des petites attentes quand même. Ouais, notamment sur ce qui était dans le fond de la mine, tu vois. J'imaginais pas du tout ça comme ça. Mais alors, c'est pas non plus incroyable. Je pense que c'est. Alors, c'est incroyable. Alors, faut savoir que. Alors, je sais pas si on aura au casting le monsieur qui a travaillé dessus. Si, Keisuke Yoneyama. Voilà. Alors, ça, c'est le concepteur artiste de la chose qu'il y a au fond. Donc, c'est celui qui a dessiné les plans. Et je crois que c'est Marc Thiebaud. Ou. Ouais, je crois que c'est lui. Marc Thiebaud. Qui est le Phil Tippett français. C'est ça. Je crois que c'est lui et qui a, on va dire, fait en sorte que le concept de cet artiste japonais, qui est assez connu apparemment, Kiseki Yoneyama, que je ne connais pas, mais qui apparemment est assez connu et qu'il est allé chercher spécialement pour la conception. Donc il y a des effets pratiques, des effets spéciaux pratiques, pas numériques. Il y a aucun effet numérique, je crois, dedans, voire peut-être des petits rajouts, tu vois, pour compléter. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucun effet numérique, il n'y a que des effets pratiques. Et donc ouais, c'est incroyable, la conception est incroyable, mais je pense que le problème c'est la manière dont il la filme. Ce que tu m'as dit par rapport au je sais pas si... Alors, pourtant il y a de bonnes idées. C'est osé d'avoir fait ça,
mais en fait, de le filmer comme il le filme, fait que ton film, je t'avais dit que ça partait en série B, mais j'ai même envie de dire que ton film tourne dans la série Z à ce moment-là, alors que t'avais 25 minutes d'une partie qui était vraiment un peu, bon, comme tu le dis, j'aime pas trop ça, mais de film d'auteur français, même si... Là, j'ai pas trouvé, moi. Bah, un petit peu, parce que tu sais, c'est super précis, super, comment dire, il s'est renseigné, c'est super documenté, tu vois. Ouais, c'est ça qui donne du poids au film. On pourrait presque dire que le début est un documentaire, sauf que le problème, c'est qu'il va jamais s'en resservir de ce qui cale dans la première partie. Et ça, c'est bien dommage. Vraiment, sa réalisation fait que pour moi, alors, c'est pas pour me déplaire, à vrai dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre de voir ça dans un film français. On va pas se mentir, parce que je pense que dans un film français, on le voit très rarement. Alors, ça doit exister, hein. Mais au cinéma, en plus, comme ça, est plutôt bien distribué, je trouve. Non, c'est cool, ça. Alors, je crois que le film a coûté 8 millions. C'est cher, mais ça va. Alors, pour un film français, c'est pas si cher que ça. Pour un film de genre... Enfin, quand pour je un dis film c'est cher, c'est chanteur... par rapport à mon compte en banque et au tien. Mais bien sûr. Mais pour les films français de genre... Alors, je crois que c'est 8 millions, voire peut-être un petit peu moins 7 millions. C'est honnête, tu vois, mais pour les films de ce genre-là, intégral, sans qu'on parle de la France, c'est pas du tout cher. C'est vraiment pas cher du tout. Et le problème, c'est que je trouve que c'est pas très bien pour sa deuxième partie. Pour la première partie, ça passe. Mais pour la deuxième partie, je trouve que c'est pas très bien employé parce qu'on voit les bouts de ficelle et c'est dommage. Et comme j'ai dit, ça part en série Z. Alors moi, ça me déplaît pas. Au moment, en plus, ça part vraiment tout de suite. Tu vois, c'est au moment du reveal, avec la scène avec l'appareil photo, tout simplement. Et c'est à ce moment-là où le film bascule vraiment et tu te dis ah ok bon bah d'accord. Moi j'étais assez client et puis j'aimais beaucoup parce que bien sûr il y a les thématiques par exemple de l'immigration organisée qui était là pour alimenter la main d'œuvre française manquante dans certains, alors je sais pas aspect, c'est pas axe, dans certains secteurs d'activité. Je trouve il a pas trop insisté dessus, il aurait peut-être pu un peu plus, mais le racisme, oui, c'est vrai que... Il y a un des personnages qui est raciste par rapport à Amir, qui est l'un des personnages principaux. Un des personnages qui le montre, sinon je pense qu'il y en a d'autres qui le sont quand même. Oui, mais de toute façon, il y a même des qualificatifs qu'ils emploient, vraiment pour un voleur de poules. C'est ça. Ça, c'est pas pour Amir, c'est pour un autre qui est italien ou gitan, il y a un Italien, je crois, et un Espagnol. Je sais pas si c'est italien ou gitan. Pour le terme voleur de poule. Non, c'est un Italien, je crois. Ah oui, bah il a un nom qui sonne italien, mais je me demande si le terme voleur de poule n'était pas un terme... Santini, oui. Italien, et Miguel, espagnol, je crois. T'étais sûr qu'il en... Mais Santini, je suis pas sûr qu'il soit italien. Dans l'interview, il parle... Ah, ils le disent. Ouais, ils disent un italien. Alors, peut-être... Non, les Italiens, oui. Du coup. Mais... Voilà, parce que, bon, qu'il y a des termes racistes employés, pas pour notre plaisir, parce que pour le coup, il y a une espèce de retranscription du réel, hein. C'est vrai que... en fait, il y a beaucoup de... J'aimais bien qu'ils ne négligent pas ça. De nationalité, en fait, dans le groupe, bien sûr. tu vois. D'ailleurs, comment il s'appelle le bad boys de la caverne? C'est Roland. Samuel Le Bihan. À part Samuel Le Bihan, qui est très bon dans ce film. Je crois que c'est un des rares acteurs français que j'aime bien. Alors, Samuel Le Bihan n'a pas fait que des trucs bien, mais ouais... Moi, j'aime bien cet acteur. Donc, au niveau de l'acting, il y a des trucs cool. François Hollande est très drôle. Oui, donc François Hollande, c'est Pelletier, je crois. Pelletier, mais c'est lui. Voilà. Celui qui est à gauche. Voilà. Alors, apparemment, c'était un acteur français assez connu qui s'appelle Jean-Hugues Anglade. Anglade, il est connu. Hein. Mais personnellement, alors peut-être que je l'ai déjà vu, mais moi, ça me disait rien. Moi, le nom n'est pas inconnu du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand même dans le film que j'ai trouvé sympa, même mignon. Et alors, il y a une référence que je vais pas vous citer, parce qu'il faut quand même que vous voyez le film, où je me suis dit, ah, mais j'étais pas prêt, moi, pour ça. Tu vois, quand à un moment donné, parce que dans le film, il y a quand même plein de trucs qu'il essaye de faire. C'est-à-dire, c'est pas un truc, j'ai envie de te dire, bête et méchant comme avec les États-Unis, où il y a machin. Bon, en fait, on voit qu'il a beaucoup d'influence, surtout dans les films de genre et des films d'horreur. D'ailleurs, dans les interviews, il cite énormément de films, et même par moments, il dit qu'il veut représenter. Il y a une scène d'ailleurs qui est reprise pratiquement d'une même scène d'un film qu'il a vu, tu vois. Mais en fait, il essaye de refaire des scènes à sa sauce. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on a déjà vus, en fait. Mais pour moi, enfin,
pour ma part, je trouve que c'est pas très grave. Non, mais en fait, tu sens qu'il y a de la bonne volonté dans le film. Ouais. Parce que là, tu le sens quand même en tant que spectateur quand tu regardes le film. Il y a de la bonne volonté. Il a essayé quand même de mettre des choses en place. Même les choses que toi, t'as dit qui n'ont pas marché. Bon, moi, ça n'a pas marché d'office. Mais pas parce que moi, je suis pas trop client de ça. Ou ça dépend à quel. Non, en fait, c'est quel où niveau. t'acceptes ou t'acceptes pas. Voilà. C'est où, tu sais, tu te dis, comme tu dis souvent, tu sais, avec Oppenheimer, tu vois, tu dis, ok, j'accepte. Mais des fois, tu dis, bah non, mec, là, je peux pas. Ouais, mais moi, c'est parce que je suis peut-être pas trop sensible. Mais oui, mais je comprends tout à fait ça, par contre. J'apprécie quand même l'effort. Parce que du coup, ça m'a rappelé un peu mes jeunes années. Et la fin, moi, je trouve que la fin, elle est très bien. Vraiment. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien comment il termine son film. J'aime beaucoup ce qu'il met dedans. Donc, il a quand même essayé de raconter une histoire. Puis, il dure pas 2 heures. Hein. Non, il dure pas 2 heures. Il dure 1h30, hein, je crois. Donc, c'est quand même. Je sais pas si. Moi, j'aime bien ces réalisateurs qui poussent. 1h43. Voilà, bon, bah, c'est pas 1h30, c'est un tout petit peu plus. Mais voilà, on n'est pas sur du. Parce que 17 minutes de plus, tu les ressentirais, je pense. Ouais, mais même là, je trouve que le fait qu'il y ait vraiment 2 parties succinctes, je pense que tu le ressens un petit peu. C'est vraiment dommage. Parce que quand tu passes dans le huis clos de course-poursuite dans la mine, il y a des moments qui sont un peu longs. Il y a des scènes où tu te dis, bon, serais pas obligé de. Il y a quand même des va-et-vient. Oui. Tu vois, je pense qu'il y a aussi une histoire de budget qui fait que, voilà, comme tu dis, ça tourne un peu en rond. Il y a beaucoup de personnages, tu vois. Voilà, il y a beaucoup de personnages. Et il y a un cheval. Il y a un cheval. Il y a un cheval, effectivement. On veut pas trop en dire, tu vois, ça c'est des trucs que le cheval, j'étais content de pas le savoir. Donc j'ai envie quand même de revenir quand même sur la scène d'ouverture qui se passe en 1800 et quelques. Elle est incroyable. Qui est incroyable, mais qui pour moi fait scène sketch où en fait on va pas y revenir vraiment. Et en fait pareil, documenté. Je suis sûr qu'il y a des trucs, c'est vraiment vrai. T'as un personnage torse nu, barbu, barbu moustachu, qui est fou, qui a un charisme incroyable, tu vois. En plus, il part en musique, il chante dans la mine et tout. T'as un gamin et t'as un Renoir qui, alors je crois que c'est un truc. Ah, j'ai oublié. Je sais plus comment on appelle ça. Ceux qui font péter les trucs. J'ai oublié. Pour éviter le coup de grisou. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous travaillez dans une mine, il y a des poches de gaz. Ça. Et à l'époque, il s'éclairait à la bougie. Et si jamais la poche de gaz s'ouvrait, avec la bougie, la poche pétait. Il a un long bâton avec une petite bougie au bout pour faire éclairer. Et c'est fou, tout est fou. Je trouve que c'est super bien réalisé, justement, avec le fait que ça soit sombre, le fait qu'il balade son oiseau et tout. En fait, tout ce que vous savez, tout ce qu'on sait, en fait, le public, on va dire, le grand public, c'est des mines et tout, comme quoi il descendait avec un oiseau. Si l'oiseau mourait, fallait se tirer vite fait. Il y est et tout, et je trouve ça incroyable. Et après, moi je pensais vraiment que le film partait comme ça. Moi j'étais sûr que je savais pas que ça allait repartir en 100 ans plus tard, je crois. Alors qu'en fait, si tu regardes l'affiche, tu vois bien que... clairement, mais oui, bien sûr. Mais c'est juste que j'étais pas concentré. Tu vois, il y a un ascenseur. Mais même, tu vois, comme tu dis, la phrase, le petit indice dans l'affiche, j'étais pas non plus, surtout qu'en fait, dans le début, voilà quoi. Mais la scène d'intro, incroyable. Et ce qui m'a fait que j'étais un petit peu déçu sur le fait de putain, elle est folle quoi. Genre elle est folle et j'aurais voulu en savoir plus. Moi je veux l'histoire de ces mecs là quoi. Avec cet acteur là qui est charismatique de ouf là au début, je sais même pas comment il s'appelle, tu vois, mais ça m'a même pas dérangé moi que ça s'arrête, tu vois. Moi ça me dérange, mais c'est qu'il me tend un biscuit et après il me l'enlève de la bouche. Non. Pour me proposer autre chose, je suis pas d'accord, tu vois. Parce que du coup, il introduit très bien son film avec ça et même si la scène elle est cool, moi limite j'ai fait oui, toi tu blagues pas. Et même la suite, parce que finalement la suite répond très bien au film. Parce que après ça reste cool quand même. Ça reste très bien. C'est vraiment la deuxième partie du film où justement l'intrigue doit éclater. Là où ça commence à partir en couille tout simplement. On va le dire, c'est là que ça pas que ça manque. J'ai même pas envie de critiquer le réal, mais c'est là où la magie n'opère pas tout le temps et pas à tous les niveaux. Il te propose quelque chose que tout le monde ne peut ne pas accepter. Voilà. Clairement. Mais quand même, la note que je vais lui mettre, ça va être une bonne note. Parce que, oui, je suis obligé, parce qu'il y a des équipes qui ont bossé dessus. Et comme tu as dit, c'est pas souvent qu'on voit ce genre de film en France, tu vois. Et moi, ça me dérange pas. Tu vois, quand même, ça n'a pas été trop ma tasse de thé, etc. D'encourager les gens, donc vous qui êtes là, vous qui voyez la rediff sur la VOD YouTube, etc., à aller voir ce film. Vraiment, parce que c'est bien ce que fait ce réalisateur, c'est bien ce que font les acteurs, et c'est bien qu'on ait ce genre de proposition cinématographique dans le cinéma français. Parce que le cinéma français, il y a encore l'autre film, je vais en parler pendant la BDR, Cocorico avec Christian Clavier, ça a 5 minutes, quoi. Et puis le film, on a vu avec... Franck Dubosc. Franck Dubosc, quoi. Ah oui, non, mais c'est juste épuisant. Noël joyeux, je crois. C'est juste épuisant parce que moi, c'est ce
ce qui m'a éloigné du cinéma français, qui m'a poussé vers d'autres cinémas, notamment le cinéma américain, celui avec lequel j'évolue le plus, mais même d'autres personnes qui se dirigent vers d'autres productions. Non, ce film-là, pour moi, reste correct, dans le sens où... honnête, je pense que tu peux sors, le dire. t'es pas malheureux. Honnête, même si je pense que ça aurait demandé à avoir une relecture de scénario. Parce que dans le scénario, il y a des trucs vraiment débiles. Genre en mode... Tu veux pas dire en live. En mode... Ouais, non, mais en mode... Il y a une sortie. Il y a une sortie, mais la chose ne la voit pas. C'est vrai. Tu vois, c'est débile, alors que les mineurs la voient. C'est complètement débile. Mais il y a plein de trucs débiles comme ça. Oui, mais c'est en fait parce que il y a un bon rythme dans le film, on va pas se cacher. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis au scénario 2 secondes, tu fais ouais, c'est quand même un peu pété quoi. Je me suis pas fait chier dans le film. Mais oui, non, oui, mais oui. Donc ça c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu payes, tu t'emmerdes pas pendant 1h43, donc c'est plutôt cool. Et merci à OCS d'avoir aidé Mathieu Turi à faire ce film. Merci à ses équipes et aux acteurs et bien sûr au CNC et tous ceux qui ont aidé à subventionner ce film. Et t'as pas donné ta note? Bah, la note, je vais la donner, ça va être un 7 sur 10. Oh. Il prend la même note que Mars Express. Ah, c'est vrai. Ouais. La même note que Mars Express, mais c'est pareil. En fait, dès que j'ai pas décrété, mais on va dire que dès que c'est encourageant, j'ai pas envie de mettre la moyenne, parce que ce serait peut-être un peu péteux de ma part de dire, bon, tu mérites au moins la moyenne. J'ai pas envie de donner 6 parce que c'est trop proche de la moyenne. Vous serez, vas-y, t'as un petit peu plus. J'ai vraiment envie d'encourager. En fait, c'est limite quand t'as envie d'encourager les élèves à continuer. Donc, je mets pas un 8, 9, 10, parce que 8, 9, 10, ça reste vraiment des trucs où là, je m'implique émotionnellement. Oui, et puis. Et là, malheureusement, mais je pense que c'est pas de la faute du réal ni de ses équipes. C'est plus moi qui suis pas sensible à certaines choses du film. Mais c'est un 7 sur 10. Moi, en vrai, je pars aussi sur un 7 sur 10 parce que, comme toi, je trouve que 6 c'est un peu sévère alors que je peux pas cacher que j'ai passé vraiment un bon moment et qu'il y a des trucs qui m'ont fait vraiment kiffer et que j'ai été étonné, tu vois, et que comme, tu vois, je pourrais le revoir, tu vois, facilement. Donc, merci Mathieu. Mais le film n'est vraiment pas parfait, il a des défauts qui, en fait, sont visibles un peu dans le film, mais quand on y repense, tu dis, c'est dommage, quoi. Attends, regarde la caméra, on va laisser un clip pour Mathieu sur Twitter. Mathieu, merci pour Gueule Noire. Oui, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup de faire partie de cette vague, parce que ça fait un petit moment que le cinéma français essaye des choses, et nous, on est même contents. si c'est pas tout le temps parfait, mais ça existe et c'est cool et ça évolue et c'est trop bien. Merci Mathieu. Franchement, je te regarde dans les yeux. Merci Mathieu. Donc, Gueule Noire qui prend un 7 sur 10 et qu'on vous encourage à aller voir pour pousser le cinéma français à aller dans ce sens-là. On aime bien quand il y a ce genre d'initiatives qui sont prises. On aime bien quand quand il y a des réalisateurs qui mettent de la personnalité, qui émettent leurs influences, des bons acteurs, et voilà, ça nous sort un peu du registre soit comédie, soit polar que la France recycle parce que c'est ce qui marche au cinéma. Et j'ai bon espoir que le nouveau public qui a entre 25 et 40 ans serait client de ce cinéma-là, je pense, à l'avenir. Et donc j'espère vraiment, très fortement, que ce film aura un bon écho en France et plus largement à l'international. Et qu'il se retrouve, que Mathieu puisse avoir de nouveaux projets et de nouvelles choses à nous proposer. Et là, nous sortons du registre, mais nous restons toujours dans un registre social, puisque nous allons parler du nouveau film de Lajli, qui est un des membres du Court-Trajmé, et que nous avons vu en avant-première, puisqu'il sort demain, après-demain. Le 6, donc on est le 4, donc ouais, c'est ça. Et qui s'appelle Bâtiment 5, mais avant de vous parler du synopsis, je vous laisse vous présenter l'équipe de réalisation. Donc scénarisé par Lajli et Giordano Gegelini. Voilà, tu l'as mieux dit que moi. Donc Lajli, si vous ne le connaissez pas, c'est juste le réalisateur des Misérables. C'était son premier film, je crois, parce qu'après c'était des courts-métrages avant, qui a extrêmement bien marché. Je voulais dire quand même que voilà, scénariste, il était au scénario de Athéna et le jeune imam, qui est le prochain film de Kim Chapiron qu'on attend au tournant, attention, tout simplement. Je vais parler, je crois, du scénariste, mais je crois que pareil, c'est de la même équipe. Le bonhomme a dû travailler. Je savais pas qu'il était réalisateur. Samouraï, L'œil à vif et la guerre des Saintes entre la vie et la mort. Je ne connais pas du tout. C'est quoi son dernier Entre la vie et la mort avec Antonio de la Torre? Ok, d'accord. Olivier Gourmet. Donc faudra voir ça. Je vais manger, vas-y, bon appétit. Bon appétit, Casta. Donc voilà.
scénariste des Misérables, scénariste de Tueur, qui est un bon film français celui-là, avec Olivier Gourmet et cet acteur-là, Bouli Lanner, je crois que c'est. Donc voilà. Après, il y a des trucs que je connaissais pas. Des Samouraïs 2002, je sais pas ce que c'est. Oh là là. Oh là là. Oh, ça a l'air bien. La bande-annonce, la bande-son de ce film, c'est Explicit Samurai. C'est vrai? Oui. Arrête. Oui. Ah, tu connais alors? Le clip de Explicit, il y a un clip de Explicit Samurai qui s'appelle Samurai, je crois, et qui dans le clip, t'as des parties de ce film. Oh, j'ai envie de le voir, mais je pense que ça va pas être bien. Non, j'ai envie de le méchant. voir. Donc voilà. Ça, c'était le scénario. Je suis comme le roseau, je plie, mais je ne romps pas. Ah, et bah, oui, ça, okay. c'est un son d'Explicit Samurai. D'accord. Et c'est un des sons de ce film. Ok. J'ai jamais vu le clip en vrai. Donc, en acteur et actrice, on a Anta Diop, Alexis Manetti, Aristote Liyundula, Steve Tienche, qui jouait dans Les Misérables, on est d'accord, hein? Peut-être. Je crois qu'il fait partie d'un des flics des Misérables. Les Misérables, c'était 2018. Oui, Les Misérables, c'est bon, 2019. Oui, voilà. Ah non, même pas, c'est le maire. Donc, je me trompe. Mais je savais que je l'avais vu dans Les Misérables. Bah, c'est pas celui qui fait un peu qui va voir les gitans, etc. Ah mais si, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, Aurélia Petit, Jeanne Balibar, Basdem, Judy Alrachi et bien d'autres, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages dans ce film-là. Mais il y a même des membres de la famille de Lajli, oui, je viens de voir. Et Lajli Abili. Ok. Et Les Misérables, qui est un film que nous avons noté, je crois, à l'époque 5 sur 5, qui prendrait un 10 sur 10. Oui, parce que très bon, très bon, Les Misérables. Et Bâtiment 5 parle de la crise du mal logement dans les quartiers populaires, et le film prend place, je crois, à Clichy-Montfermeil, pardon. Ils le disent pas. Ils le disent pas. Je crois que c'est Clichy-Montfermeil. Ouais, il y a moyen. Et raconte l'histoire d'une protagoniste qui vit dans cette cité. J'oublie les noms de Abby, qui vit avec sa famille, mais qui vit dans un HLM insalubre. Et un nouveau maire accède au pouvoir suite à la mise, je sais pas s'il meurt ou s'il est juste souffrant. Alors, c'est simple, hein, cette scène-là que vous voyez ici, c'est la scène du film, la première. C'est lui, voilà, c'est le maire ici. C'est la première scène, on en reparlera, mais c'est la première scène, et en fait, il meurt, je pense, d'un arrêt cardiaque ou d'un truc comme ça. Donc, ce monsieur-là reprend les rênes. Les rênes et devient le nouveau maire de cette ville, et c'est au niveau du projet d'urbanisme, il aurait d'autres ambitions par rapport aux jeunes, par rapport à ce quartier, notamment à certains bâtiments. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Alors, faut dire déjà qu'on l'a vu en avant-première. Avec Lajli. C'est pas notre photo, mais c'est une photo de la tournée. Avec Lajli, l'actrice qui joue Abby et l'acteur qui joue Blaze. Aristote. Oui, son prénom c'est Aristote. Oui, c'est ça, Aristote, qui est l'acteur qui joue Blaze, qui est d'ailleurs son premier rôle. Voilà. Et il y avait un autre acteur qui était ami avec Nabil. Nabil, c'était ça, hein. Ouais. Et donc, nous, on va à l'avant-première, parce qu'on se dit, avec le Capitaine, on va pouvoir lui poser des questions. Et d'ailleurs, il avait des questions, justement, par rapport à Athéna et tout ça. Et on s'est dit, on va regarder le film, il y aura une question-réponse. Donc déjà, ils sont un petit peu venus en retard, mais je pense que c'est parce que déjà, Aristote vient de ce secteur-là. Ouais. Donc, il y avait sa famille et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont dû se faire reconnaître ou quoi, tu vois. Et donc ils arrivent, ils présentent le film, voilà, ils répètent 50 fois qu'ils font des films engagés et qu'il faut supporter les films engagés, et voilà, tout ça. Et puis après ils partent. Il y a quelques questions, c'est même pas des questions parce qu'il y a 3 personnes qui disent j'adore ce que vous faites, on vous supporte, merci beaucoup, et un type à côté de nous, que je pense qu'on parlera de ces 2 personnes-là à la fin. Un type à côté de nous qui pose une question assez pertinente, je trouve. Alors, en plus, qui est même pas très... qui rentre pas dans l'art, hein, c'est vraiment un truc normal, mais pertinent. Et Lajli bégaye un petit peu déjà à ce moment-là pour y répondre. Je pense qu'il était pas préparé, plus qu'il avait pas les éléments. Mais... Et alors,
je suis d'accord sur le fait que c'est une équipe du film, alors il y en a plein d'autres qui font ça, mais qui font les tournées pour être auprès des spectateurs et présenter le film, hein, tout simplement. Bien Il y en a sûr. beaucoup, c'est pas les seuls, il y en a beaucoup qui font ça. Mais c'est vrai que là, c'était rapide. Ils répondent à 4 questions, dont une où il répond vaguement, on va dire, et qu'après ils partent. Et puis même, il n'y a pas que toi, il y avait une autre personne qui disait, mais il n'y a pas de questions-réponses après. Ah bah non, il faut partir et tout. Et vraiment, ils fuient. Vraiment, ils Je sais fuient. pas s'ils fuient, mais. Non, mais- Oui, non, Ils sont ils pas fuient restés, pas, quoi. mais ils partent. Mais nous, on l'a pris vraiment comme une petite fuite, quoi. Et puis bah après, on voit le film et on s'est dit, c'est dommage Ah. qu'il n'y a pas eu de questions-réponses après ça, quoi. Et pour nous, on a aimé Les Misérables, mais comme quoi, vous savez, c'est comme quand vous avez un élève qui vous sort une excellente copie et juste après, il vous fait n'importe quoi. Bah, honnêtement, désolé de vous le dire, mais Bâtiment 5 est très, très, très décevant. Ouais. Décevant par plein d'aspects. D'ailleurs, je crois que la phrase que vous retiendrez, c'est celle que Raven a sortie en sortant de la salle de cinéma. Il a dit la très bonne phrase: qui peut prétendre faire du rap sans prendre de position? Et bah, ça résume très, très bien le film. Le film veut raconter beaucoup de choses. Alors, il fait partie d'une trilogie. Donc, Les Misérables parle des violences Qu'il avait policières annoncé, ouais. qu'il avait annoncé. Ce film-là, Bâtiment 5, parle du mal logement, qui est un Qui vrai se sujet. passe pas de nos jours d'ailleurs, c'est Non. ce qu'il avait dit. Ouais. Ça se passe dans les années 80, en milieu 90, je crois, et qui fait référence à sa vie parce qu'il a juste. Pourquoi Bâtiment 5? Parce il a vécu qu'il ça. a vécu dans le Une bâtiment 5. expropriation. Et pourquoi j'ai dit la phrase sur le rap? Parce qu'en fait, lors de la présentation, et que notre comparse qui était à côté de nous lui a posé la question, il a dit qu'il a essayé de ne pas prendre position lors de ce film-là, hein, tout simplement, et qu'il essayait de proposer quelque chose de vrai et avec son cœur. Sauf que, qu'on le veuille ou non, il avait pris position sur Les Misérables, hein, on va pas se mentir, clairement. Non, parce que tu retrouves dans Les Misérables ce délire où il essaie de tempérer avec le bon flic. Oui, mais je le ressens moins que... Ouais. Le cul entre deux chaises, je le ressens moins dans Les Misérables que dans Bâtiment 5. Là, oui, je suis quand même. d'accord avec toi. Et clairement, ouais, t'as pas pris position, mais encore une fois, alors je sais plus comment il s'appelait, Michael, c'est ça? Et Mickaël Alors- et Yacine. Faut savoir, on va contextualiser, mais on était assis, alors la salle était blindée. J'étais exactement là, il était exactement là. Et il y avait Là, il y deux avait places Yacine vides. et il y avait Mickaël. Voilà, 2 places vides et les mecs arrivent et la salle était blindée, ils s'assient là et à la sortie, on recroise ces personnes-là et même état d'esprit de nous et pareil, ils ont été déçus et c'est vrai que Michael dit que en fait on sait tout ça. En fait, c'est un film qui raconte des choses que les gens qui vivent dans les cités, dans les banlieues et tout ça, bah, ils le savent en fait. Il apprend rien et ça ne rajoute rien. Et il dit clairement, et cette phrase est incroyable quand même, il dit en fait, c'est parce que je suis pas blanc, ce film est pour les blancs. C'est fou. Elle est complètement vraie cette phrase et encore c'est parce que là je lis mais on commence à le pressentir, tu vois, c'est que sur leur film, que ce soit Athéna, Bah, c'est ça, c'est surtout sur. c'est avec pas un Athéna, problème quoi. de réal, c'est pas un problème d'acting. Je pense, alors on va pas manquer de respect au réal, on va pas dire que vous êtes pas honnête, mais je pense que ceux qui vous financent, en l'occurrence Canal+, hein, qui est géré par Vincent. Ça va, Vincent? Qu'on a entendu parler il y a pas longtemps d'ailleurs. Coucou Vincent. Alors Vincent, t'aimes pas trop les mecs comme moi, Vincent, je le sais. Mais là, ça appartient à Jeff Bezos, tu peux rien me faire, ah, t'es vénère. Mais bref, je pense qu'arrivé à un moment donné, que ce soit... Bon, après, il y a le Pacte, je crois qu'il distribue. Oui, alors le Pacte est une grosse boîte, hein. entreprise de distribution française qui distribue énormément de films. Et tac, les gars, il y a pas de... C'est-à-dire qu'il y a une thématique. Donc, vous avez une thématique amoureuse, vous avez une thématique familiale, vous avez une thématique politique. Donc, après, on a une thématique où ces personnages se rencontrent. Il y a même une sorte de pseudo-morale. Bah, faut voter, quoi. Faut pas se contenter d'être que en colère. Truc que je trouve assez culotté. Mais vraiment, c'est pas que même si c'est-à-dire que... dire aux gens des quartiers, on peut pas que se plaindre. Faut aussi aller voter. C'est pas que c'est presque limite infantilisant parce que tu vois bien que dans les quartiers ça se démobilise depuis une trentaine d'années et que Sniper avait chanté là-dedans dans Babylone Brûle, il sort sa carte électorale, même dans Tunisiano comme tu dis de Sniper, mais même avant NTM l'avait fait. Quand ils disent laisse pas traîner ton fils ou lâche pose ton gun, tu vois, ils le disent et encore aujourd'hui. Alors, les gens ne votent pas, mais pourquoi les gens ne votent pas aussi, Pose-toi la question. C'est-à-dire à un moment donné, il y a beaucoup de fantasmes autour des quartiers populaires. Nous on n'y vit pas, on a eu cette chance-là parce qu'on parle de chance quand on n'y vit pas. Mais moi j'y ai travaillé pendant le peu de temps où j'y ai travaillé, c'est-à-dire 1 an. Déjà j'ai observé que c'était tout le temps sale. Moi pourtant je travaillais dans un bâtiment républicain, je travaillais dans un lycée et je sortais. Et c'était crade.
c'était dégueulasse, mais c'est pas les gens qui rendaient ça. Alors tu vas me dire si, mais c'est jamais nettoyé, c'est pas entretenu. Les façades d'immeubles sont, enfin, il y a quelque chose dans lequel on ne croit plus, je pense, dans les quartiers dits difficiles. Enfin, difficile, ça dépend pour qui, parce que ceux qui vivent aussi, pour eux, c'est difficile. Et dans Les Misérables, il y a des scènes un peu violentes, des scènes où vraiment on se dit, bah d'ailleurs, qui avait fait une levée de bouclier de l'extrême droite. Je suis sûr que même si l'extrême droite va tomber sur le coin de la gueule de ce film, ça fera moins sujet à distordre, même que Les Misérables. Donc déjà rien que là, Lajli, on verra, peut-être pas pour l'avenir, va peut-être me donner tort. Mais si ton film ne se fait pas matraquer par les gens d'en face, bah, pose-toi des questions. Et je pense qu'il y a et on l'avait vu avec l'expo du court-métrage, mais on commence à le voir. Oui, ça c'est vrai. Je dis même pas que les mecs sont pas connectés avec le réel qui a été le leur, donc peut-être moi je suis moins légitime pour leur dire, mais on fréquente des gars de cité. Moi j'y traîne, j'y mange, c'est là où je vais acheter mon pain, ma viande, et on parle avec des frères qui sont là-haut. Et il y a des choses qui me racontent que dans ton film, je pense, c'est pas que t'as trop voulu justement te dire, bah attends, j'ai envie de parler des politiciens, mais j'ai envie de les humaniser, puis je veux humaniser la police, puis je vais réhumaniser les gens de quartier. N'est pas d'état d'âme, mon frère, mais vraiment n'est pas d'état d'âme. Pourquoi Bac Nord de Jiménez est un film qui est un film presque promotionnel pour les idées d'extrême droite? Parce que Jiménez déshumanise complètement les mecs de cité. Oui. Il a pas ce problème-là, lui, de conscience. Et Canal+ non plus l'a pas financé. D'ailleurs, Bac Nord avait eu les honneurs, pas les honneurs, les honneurs projetés par des syndicats de police. Ça. Et des syndicats de police qui ont tendance... beaucoup de bonnes critiques du film. Bien sûr. Alors quand on avait dit, on avait dit, c'est un mec qui venait de Hollande qui vient dire que ton film est fasciste. Je crois qu'il était irlandais. Irlandais? Putain, je croyais qu'il était hollandais. Bref. Que son film, voilà. En gros, un journaliste étranger qui vient lui dire qu'il est fasciste et c'est même pas, tu vois. Les gens dans leur idée d'aller voter extrême droite, c'est comme ça que le journaliste le dit en substance. Et là, Lajli, pour le coup, presque timide ton film. Tiède, très tiède. Voilà, comme il dit, il a pas voulu prendre position. Mais... Bah, ça se voit, tu veux raconter quoi en fait dans ton film, tout simplement. Et c'est navrant que tu ne restes vraiment, c'est même pas un reproche, mais... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne avec le pacte et toutes vos boîtes de prod, donc on va pas te jeter la pierre. Tu fais une projection de film, t'es présent à l'avant-première, je doute pas que ça doit être chiant d'en faire au moins, il doit en faire c'est ça, en une journée, il a dû en faire 3-4, tu vois. Mais reste après les projections quand tu t'es présent sur un cinéma, parce que nous, là, on est en train de parler en live devant des gens qui nous regardent et c'est cool. On aurait tellement aimé te les poser ces questions-là, mais c'est même pas pour te vilipender ou t'engueuler, c'est juste pour te dire qu'arrivé à un moment donné, il y a des choses qui se passent dans ce pays, il y a des discours qui sont tenus. Tu fais partie de ces gens qui sont issus des minorités, qui ont un poids ou qui ont une résonance au niveau artistique. C'est très bien et bravo, félicitations à toi et à tout le monde. Vous y êtes arrivés, vous avez pas eu besoin de nous. Quoique maintenant, on va voir vos films, donc si, un petit peu quand même. Et du coup, on en parle sur nos chaînes, et même si on n'a pas les médias, des gros youtubeurs ou des gros streamers, et qui sait, peut-être que la VOD va péter le million de vues. Tu n'en sais rien. Coucou Vincent. Mais Lajli fait un effort, frérot. Mais c'est ça, surtout que le public qui est visé, il est comme, et on l'a vu dans la salle. Dans la salle, c'était. Alors moi j'aime bien ces salles-là parce que tu vois que, en fait, parce que tout simplement Les Misérables a touché énormément de gens, surtout des gens de banlieue et de cité. Et dans la salle, il y avait ce genre de personnes avec, mais c'était pas. Il y avait des femmes voilées. Ouais, voilà, c'était pas que des ados, c'était vraiment des familles. Donc tu voyais des ados. Alors il y avait des ados, mais des ados adultes, on va dire. Qui ramenaient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Toute une famille. Toute une famille qui était là. Incroyable. Parce que, déjà, il y a Lajli qui est là, et puis Lajli, on va dire, avec Les Misérables, a la parole de ce groupe de personnes, tu vois. Il en est un des représentants. Il représente ce genre de personnes. Et que là, vraiment, la salle était blindée de ce genre de personnes. Et moi, j'aime bien parce que c'était familial et en vrai, c'était une bonne salle, elle était cool. Tu voyais plein de visages, plein d'âges différents et tout. Même pas besoin de dire ce genre de personnes, des personnes qui sont issues des quartiers, issues de l'immigration, rebeux, noirs. Après, c'est parce que je suis pas sûr que ça soit tous issus de quartier. C'est vrai que c'est pas écrit sur leur visage. Oui, et puis on est dans... On l'a vu à un endroit où, oui, il y a des quartiers à côté, mais pas que. Tu vois. Oui, c'est vrai, donc peut-être qu'il y a juste des gens de campagne aussi, tu vois, ou si on est à la limite, ou des qui vivent pas dans le quartier. Donc j'ai pas envie de tous les mettre dans les quartiers. Mais moi, faut voir des femmes voilées dans un cinéma. Nos comparses venaient justement d'un quartier, tu vois, ces deux types sont incroyables d'ailleurs. Et d'ailleurs, par manque de débat avec Lajli, on a débattu au moins 20-25 minutes après avec eux.
Et c'était assez fou. C'était assez cool d'ailleurs de pouvoir reparler de ce film qui est une déception monumentale. Vraiment, entre Les Misérables et celui-là. Et alors déjà, il y a eu Athéna. Là, le jeune imam, je te le dis pas, j'ai peur. Alors Kim Chapiron, parce que Kim Chapiron n'a jamais... Enfin, il a fait des propos politiques quand même dans ses films, mais il n'a jamais pris parti sur ce genre de propos dans ses films. Moi, j'aime beaucoup Kim Chapiron. Si vous n'avez pas vu Dogpound, regarde Dogpound, c'est incroyable. Et oui. je l'attends en tournant, encore une fois, parce que voilà, tu retrouves des scénaristes qui ont travaillé sur Athéna, qui ont travaillé sur Les Misérables, qui vont travailler sur Le Jeune Imam. Et puis, de toute façon, le film s'appelle Le Jeune Imam. Donc, à voir. Après, vraiment, moi, je commence à en avoir un peu... Alors, il y a quand même une scène du film, parce qu'il y a quand même un point positif. Il y a une scène du film qu'on a vue, parce qu'hier, on a vu la bande-annonce. On l'avait pas vue avant. Et il y a une scène du film que moi, j'ai trouvé cool, qui est la scène angulaire du film. La scène vraiment... la scène pilier. La scène pilier qui, d'ailleurs, est dans la fin du film et qui est tout simplement que vous voyez dans la bande-annonce, parce que la bande-annonce tourne autour de ça. Ouais. Et je pense, comme je te dis, il a écrit son film par rapport à cette scène. Cette scène est très bien. Moi, je te dis, toi, tu m'as dit que non, t'étais un peu... Alors, c'est pas qu'elle est pas très... Moi, je l'ai beaucoup aimé, cette Elle est scène. pas très bien, mais c'est juste que par rapport à tout ce qu'il nous met au début, parce que vraiment, ça arrive à la fin, par rapport à tout ce qu'il nous met au début, donc tous les différents sujets qui sont trop nombreux et pas assez développés, je trouve, parce qu'il y en a trop, et tout ce qu'il nous met comme ça, et on se pose des questions, on commence à voir le truc arriver, et puis on voit qu'il prend pas position, qu'il fait un petit peu le maire, un petit peu les jeunes du quartier et tout, putain, mais qu'est-ce quoi. Et après, arrive cette scène-là qui est c'est vrai qu'elle est impactante, mais je trouve qu'elle est amoindrie par rapport à tout ce qui est chargé au début du film. Donc, ce qui fait que quand elle arrive, le choc pour moi, le choc n'y est pas. Le choc n'y était pas pour moi non plus, parce qu'on sait qu'elle va venir, cette scène. Et puis, la scène de fin, qui est tellement décevante, mais vraiment. Alors, c'est peut-être qu'on est passé à côté de ce qu'il a voulu nous raconter, mais pour moi, le film ne construit pas les bases de ce que pourrait être un grand film. Ok, la photographie est très bien, les acteurs sont très bons. Enfin, franchement, ce qui pêche, c'est ce qu'il a voulu mettre dans tous ces éléments qu'il a voulu mettre. Il a voulu raconter beaucoup d'histoires en une. Et je pense que des fois, peut-être que c'est humaniser son film qui, sur certains aspects, enfin, moi, je pense qu'un politicien, parce pour moi, il y a une tentative d'humaniser un peu le politique réac qui est campé par cet acteur, qui est très bon d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de faux semblants et de... Comment dire ? Par exemple, avec les politiciens, je ne vois pas l'intérêt de prendre des gants. Clairement pas quand t'es réalisateur et que tu veux prendre position. Et c'est surtout qu'en plus... N'hésite pas à montrer le truc le plus sale du politica. Au début du film, il nous dit... lui et son ami nous dit... oui, on fait des films engagés, et dans cette période-là, il faut supporter... C'est quoi cette période-là, comme tu as dit, avec ces temps-là, en fait, ce qui se passe en ce moment, pourquoi tu vas aller humaniser un mec cis blanc comme ça, qui est une tête de merde, plus même l'acteur, c'est vrai qu'il y avait l'acteur qui jouait le maire, le dit, il joue un mec pas bien. Pourquoi tu vas aller l'humaniser dans des scènes qui sont, pour moi, je trouve, qu'on n'a pas besoin, vraiment, qui sont un peu nul, et puis qui amoindrit les actes qu'il fait. Il y a des trucs qui sont, tu vois, l'espèce d'horlogerie politique où il parle avec des députés. Oui, non, mais ça, oui, d'accord. Où il te raconte même l'histoire de l'écharpe, pourquoi elle est mise dans ce sens-là. C'est des trucs intéressants. Mais même le fait qu'en fait, il n'a pas été élu, il a été mis là en tant que pion, si on peut dire. Ça, pareil, pour moi, c'est pas assez développé. Si tu pars dans ce truc-là, vas-y à fond. Oui. Il y a une meuf, justement, qui lui dit ce qu'il doit dire au début du film, et après, tu la revois plus. Alors que c'est elle qui, soi-disant, doit le diriger. En fait, voilà. Ils suivent les directives du parti. C'est ça. Et à quel discours il doit adhérer, parce que faut pas ciseler le parti, faut pas qu'il se fractionne. Voilà. Et il faut avoir, même s'ils sont pas d'accord entre eux, ils essaient quand même d'avoir un discours ambiant commun pour pouvoir fédérer, rassembler les gens autour des idées et des valeurs qu'ils prétendent défendre. Mais vas-y, c'est bon, on sait pertinemment, on va arrêter de se mentir. Les gens de droite, pas tous, une grande partie des gens de droite aujourd'hui sont, je pense, ça n'engage que moi, des cistras.
hein, clairement. Mais c'est pas méchant, les gars, frérot, détends-watt, assumez-vous, arrêtez de nous casser les couilles, de vous faire, oui, mais nous, on n'est pas ça, on est plus ça. Et du coup, je pense que ça se ressent pas assez, et que ces gens de droite, ou en tous les cas, ces libéraux, je vais arrêter de dire les gens de droite, ces ultra-libéraux qui sont maires de villes comme celle-ci, quoi, ils ont un mépris et un dédain. Ça se ressentait rien que dans le lycée où je travaillais, que le maire n'en avait rien à foutre et qu'il y avait. D'ailleurs, il y a eu une histoire de maire il y a pas longtemps où une femme a dit a parlé des immigrés et tout ça. Je sais pas si t'as entendu. Peut-être. Ça me dit rien. C'est une maire d'une ville qui a dit oui, il y a trop de gens voilés, trop d'immigrés, et je dis les choses. Elle a même dit à la caméra, je dis les choses que tout le monde pense. Mais même entre eux, ils ont des discours. Alors. L'adjoint du maire il est d'origine africaine, c'est un afro-descendant. Du quartier, hein, d'ailleurs. Et il vient du quartier, donc il y a cette espèce de ce qui permettrait au maire de temporiser son. Et encore, je sais même pas, parce que quand ils sont nombreux, et ça je le dis d'expérience, et que vous êtes le seul à représenter les minorités, ils vous font quand même sentir que vous êtes différent. Donc, et ça tu le sais, Lajli. Donc en fait, limite, moi j'en veux même pas à tes acteurs, j'en veux même pas à la figure du maire que t'as voulu faire, c'est juste pour moi, ton film, à mon sens, manque de courage. Ouais. Vraiment, ça manque de courage. Je t'ai pas parlé d'honnêteté tout à l'heure, mais là, je te le dis, ça manque réellement de courage. Alors, peut-être que c'est les gens qui te financent, peut-être qu'être financé par Canal+, c'est commencer à démolir les idées sur lesquelles l'un des actionnaires principaux, si ce n'est le président du groupe Canal, capitalise, notamment avec ses chaînes, t'empêche, toi, d'être complètement libre. Mais je pense qu'avec l'oseille que vous faites, les gars, je sais pas, faites des films moins chers et faites des films vrais et honnêtes. Et là-dessus, encore une fois, je vais pas dire honnête, faites des films courageux. Et ce film n'est pas du tout courageux. Donc, je vais mettre 15-5 sur 10, mais vraiment, si je le détruis pas, c'est parce qu'il y a des acteurs qui étaient contents d'être là. Encore une fois, ça fait bosser des gens. Bien sûr, tous Bolloré, mais tous 100 fois Bolloré. Mais du coup, c'est vraiment 5. C'est uniquement pour la forme, mais dis-toi que t'es passé de 10 à 5. Et t'as perdu 5 points. Pour moi, c'est énorme de t'enlever 5 points. Moi, je lui mets 4. Eh tu peux. Parce que c'est vraiment déceptif, et à la fin, c'est gros ce que je vais dire. Peut-être pas quand même, mais c'est quand même. À la fin, je me suis dit, mais c'est horrible de faire ce genre de film, quoi. Genre, j'étais. C'est triste que ça vienne de lui. C'est ça. C'est très triste que ça vienne de toi. C'est ça. Surtout que avec le courtrage-mais, parce qu'ils viennent avec des trucs floqués courtrage-mais. Hein. Oui, en plus, putain, ouais. Avec des vestes, team, je sais plus quoi, et derrière. Il y avait bâtiment 5, je crois, sur les vestes. Ouais, mais il y avait écrit team staff ou un truc comme ça. Voilà. Staff bâtiment 5, voilà. Je crois, et derrière écrit courtrage-mais, quoi. Et les gars, est-ce que vous êtes pas en train de capitaliser sur peut-être après qu'ils font de l'associatif, tu vois, j'ai pas envie de dire. Mais d'une certaine manière. Ils ont créé quand même une école courtrage-mais avec qui en fait, tu peux y aller pour apprendre à scénariser et tout ça. Tout n'est pas mauvais chez vous. Et pareil, l'exposition qu'ils avaient fait courtrage-mais, il y avait des trucs intéressants parce que ça oriente des gens vers des choses qui ne seraient peut-être pas allées. Mais là, regarde où elle était au Palais de Tokyo. Oui, voilà. Voilà, il y a pas quelque chose, il y a pas une réelle volonté, j'ai l'impression, il y a pas une réelle volonté de. Mais est-ce que. Enfin, je sais pas. Mais moi, je pense que comme a dit nos comparses qui étaient là, c'était en mode pour parler genre aux riches, souvent blancs, qui vivent dans des quartiers aisés. Regardez comment on est. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Ça, je pense que c'était plus de l'exhibition en fait. Ouais, puis même une espèce de sentimentalisme qui est là pour dire non mais on est aussi des êtres humains. Ouais, comme t'as dit, et la phrase est dans la bande-annonce où la fille dit je suis une Française d'aujourd'hui. Bah oui, non mais c'est quoi ça? Ça, par exemple, ce réflexe-là, faut arrêter. Faut arrêter de rappeler systématiquement on est français. Ça y est, maintenant, on le dit plus. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu vas me sortir, t'es un français de papier, je vais juste plus discuter avec toi, j'en ai plus rien à foutre. Cette espèce de légitimité que tu recherches à dire oui, mais nous aussi, stop. Là, c'est du courage. Là, il nous faut des gens courageux. Ton film n'est pas du tout courageux. Et honnêtement, là, c'est pas bien ce que je vais faire. N'allez surtout pas voir ce film. Mais vraiment, c'est énervant de voir ça. C'est énervant. Moi, j'en ai marre qu'il y ait toujours un Français issu de l'immigration ou des minorités qui disent « Mais moi, je suis la France » ou voilà, tu sais, on la respecte, on travaille pour elle, elle nous prend des impôts, on est content de parler, on fréquente, on est tous français. Ça y est, moi je suis pas, j'ai passé un gap. Ça y est, je suis plus là à te dire je suis français. C'est-à-dire si tu ne le penses pas, je t'emmerde. Et c'est fin. Voilà, ça c'est ça c'est un bon côté français. Je t'emmerde.
les Français de papier, nanana, retournez. Je t'emmerde, ça y est, j'ai plus de temps à perdre avec toi. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à détecter ma francité, bah va te faire foutre. Et point. Et bah vas-y les réals. Frérot, tu gagnes mieux de ta vie que nous. Et t'es en train de t'excuser. T'es un ouf. Bien sûr, tu connais la cité mieux que moi. Bien sûr, tu connais des gars qui sont morts ou qui sont allés au Hebs. Bien sûr, j'ai rien à t'apprendre sur la thèse. Mais je sais pas. Porte-les, mets-les sur la table. Montre à tout le monde que tu peux porter des voix là. Parce que ça y est. Moi, ça y est, c'est fini. Hein. Merci. Jean Gabin, alors, me compare pas, même si Jean Gabin, merci Litena. Je t'emmerde, je t'emmerde. Ce film est une grosse déception. Quand on voit Les Misérables, ce qu'il a instauré, ce qu'il a mis dans ce film, et qui pour le coup est courageux, bah celui-là ne l'est pas. Mais c'est parce que c'est des choix. Alors maintenant, est-ce que la prod est intervenue ? Je ne sais pas. Franchement, on sait pas. On peut pas savoir parce qu'on n'a pas pu poser de était financé par Bolloré. Franchement, tu sais quoi ? Libère-toi de ces gens-là. Tu sais, si j'ai un conseil à te donner, hein, même si ton film doit coûter moins cher, et me fais pas croire qu'au niveau des effets spéciaux, etc., t'es pas obligé de mettre, je pense, hein, Mathieu Turi nous a montré qu'avec un petit budget, il est capable de faire un film qui intéresse. Et bah, fais pareil, Ladji. Honnêtement, fais pareil. Clairement. Ça y est, les gars. Ça y est, maintenant, on va commencer à vous en vouloir. Moi, je vais commencer à vous en vouloir. Vraiment. Je me redéplace plus à une avant-première avec lui pour qu'on se foute de ma gueule. Et rester à la fin de la projection qu'on vous pose des questions. Parce que j'aurais été tellement content de te le demander, sans animosité, je t'aurais dit, mais c'est à quel moment on arrête de s'excuser ? Ça y est, moi je ne veux plus m'excuser. J'en ai marre des gens qui s'excusent. Ah bon. Ah, désolé. Dit-il. J'en ai marre des gens qui s'excusent. Désolé. Donc, et voilà. On va sortir de ce registre-là. Je voulais juste parler de ça. Pas la main. Le jeune imam de Kim Chapiron, bah en fait je l'ai vu. J'avais oublié. Et pourquoi tu la montres aux gens ? Bah j'avais oublié. Et c'est pas nul, mais c'est pas ouf. Ah, il est déjà sorti, tu l'as déjà vu ? Oui, je l'ai déjà vu. Ah bah voilà. Et j'avais oublié, ça m'est sorti du truc. Et ouais, non, si, je l'ai vu, il est sorti avant. Et en vrai, il est pas nul, mais il est pas dingue. Enfin, moi, il m'avait déçu par rapport pour un Kim Chapiron. Voilà, c'est juste pour ça. Ok. Et maintenant, on va passer au film numéro 3. Et alors, j'espère que vous êtes prêts, puisque hier, nous sommes allés voir un film dont nous avons parlé, dont j'avais parlé à la BDR de février 2021. T'avais parlé de la news, et après, t'as parlé du film. Et incroyable. Ouais. Incroyable. Et du coup, la boucle est enfin bouclée, puisqu'hier, avec Craven, nous avons été voir Dumb Money. Et je t'invite à nous présenter l'équipe qui est derrière ce film. Donc réalisé par Craig Gillespie, que je ne connais pas et qu'on va aller voir tout de suite. Si, il a fait Moi, Tonya et un autre truc. Okay, donc il a réalisé le Cruella. Voilà. Moi, Tonya, ok, d'accord. Voilà. Friday Night, ok, qui était pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Monsieur Woodcock. Ouais, moi j'avais retenu. Je ne connais pas. Cruella. Ok, d'accord. Il a travaillé sur Moi, Tonya, qui est un excellent film avec Margot Robbie, je ne crois bien, c'est ça, qui était adapté d'une histoire vraie, qui est excellent. Cruella, qui est moi que j'aime bien en vrai, et il a travaillé sur la série Pam and Tommy, d'ailleurs, ouais, avec lui, Sebastian Stan, qu'on retrouvera dans le film, et qui parle de Pamela Anderson et Tommy Lee, et qui apparemment est une très bonne série qui est diffusée sur Disney+. Donc voilà. Et alors, maintenant, les acteurs. Voilà, donc faut parler de ça, c'est adapté du livre de Ben Mesrick, donc qui s'appelle, alors est-ce que c'est là, voilà, il s'appelle The Antisocial Network, The GameStop Short Squeeze on the Ragtag Group of Amateur Traders that broke Wall Street to its knees. Là, Litena, elle a entendu ton accent anglais, elle s'est dit, unbelievable, hein. Unbelievable. Et en fait, tout simplement, cet auteur, c'est celui qui avait écrit aussi The Social Network, réalisé par David Fincher. Donc voilà. Ensuite au scénario, on a Rebecca Angelo et Lauren Chuko-Bloom. Merci, c'était sûr. Donc pareil, je ne les connais pas. Scénariste de Hunger Games, la bataille du serpent et de l'oiseau, donc le dernier qui est sorti et qui est une bonne surprise. Que tu avais plutôt apprécié. Ouais, qui était une bonne surprise. Rebecca Angelo qui a travaillé sur pas beaucoup de choses, hein. Pas beaucoup de choses, c'est incroyable. Ok. Donc voilà, hop. On passe aux acteurs et aux actrices. Donc Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, America Ferrara, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, comme on a parlé tout à l'heure, et Shailene Woodley, qui a joué dans la série de films dont j'ai oublié le nom, tiré de livres qui s'appelle Sa charge, donc on ne le verra pas tout de suite. C'est dur d'avoir une sale connexion, hein.
Non, c'est juste leur cible. Ah, putain, comment ça s'appelle leur truc de film? Divergente, merci. Et qui dernièrement avait joué dans Misanthrope, qui est un thriller incroyable. Donc voilà pour le casting. Le synopsis. Eh bien, écoutez, dumb money est une expression qu'emploient les manias de la finance sur Wall Street pour parler de l'argent des cons. L'argent des cons, les cons sont les particuliers qui veulent faire de l'oseille en bourse, mais qui n'ont pas toutes les sciences et qui ne savent pas comment ça se passe derrière le décor que Wall Street nous propose. Et ça raconte l'histoire vraie de Keith Gill, qui se fait appeler sur YouTube Roaring Kitty. Et qui donne des conseils de placement sur une action d'une chaîne d'un groupe ou d'une chaîne, je ne sais plus, la GameStop, parce que Micromania appartient à GameStop, et qui se casse la gueule pendant la pandémie. Et moi je le savais pas, parce qu'ils restent ouverts, parce qu'ils vendent des souris qui sont des produits essentiels. Exactement. Et parce que du coup, et ça c'est une thématique qui va revenir dans le film, sauf que Keith Gill, donc tout est tiré d'une histoire vraie, est un Roaring Kitty, du coup, a réussi par le biais d'un serveur Reddit qui s'appelle Wall Street Bet et d'une application qui s'appelle Robinhood, qui est une application où vous pouvez faire des placements, mais Robinhood vous dit c'est gratuit, mais en fait Robinhood revend les datas aux grands hedge funds, ce qu'on appelle les fonds d'investissement, qui capitalisent sur la faillite des entreprises. Et une bande de geeks en slip qui vient de Reddit a, pendant quelques temps, mis des sueurs froides et foutu les hedge funds à quatre pattes. Cette histoire était incroyable, mais vraie. Un petit séisme s'est produit. Selon le film, donc selon, de toute façon... J'ai tout regardé sur l'histoire. Encore aujourd'hui, cette histoire a chamboulé Wall Street. Hein. Ah oui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça a un peu modifié comment il misait et comment dire, il pariait à Wall Street. Hein. Puisqu'en fait, c'est avec le phénomène de short squeeze. Alors, c'est quoi un short? Alors, attendez. Parce que j'ai regardé des vidéos, c'est pas que c'est compliqué, mais moi, en fait, c'est pas que je comprends pas, je comprends, mais c'est illogique au possible. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, c'est un achat à découvert. C'est-à-dire que il y a des sociétés, donc, qui parient sur la faillite d'une action ou la faillite d'une entreprise. Et il y en a qui vous pouvez même vendre une action qui ne vous appartient pas et faire de l'argent comme ça. Et en fait, c'est en se servant de ça que les gars de Wall Street Bet, en se coordonnant ensemble sur Reddit et en suivant Roaring Kitty et ses placements, vont commencer à faire perdre des milliards à ces groupes inhumains qui écrasent les gens. Et le film, c'est incroyable. Oui, on appelle ça de la vente à découvert en France. Fufu, merci pour ta participation. Mais il s'avère que c'est un short squeeze. Enfin, c'est un short, et le phénomène que génèrent Paul Dano et ses camarades sont le short squeeze. Et le film est vraiment, vraiment, vraiment bon. Seth Rogen, que je commence à de plus en plus apprécier d'ailleurs. Très bien. Paul Dano, très bon. Les acteurs dans leur ensemble, de toute façon, il n'y a rien à dire. Vous avez une petite... Mais il y en a encore d'autres. Hein. Mais vous avez une petite tripotée d'acteurs. Il y a bien sûr Vincent D'Onofrio qui jouait le caïd dans la série Daredevil. Pete Davidson qui est, je crois, l'ex de Kardashian. Je crois qu'il est plus avec. Et qui est très bien dans le film d'ailleurs. Moi j'aime bien Pete Davidson, même s'il est un peu problématique par moment. Mais j'aime bien Pete Davidson. Alors il faut que je retrouve son nom. J'arrive jamais. Le soldat d'hiver. Woodley, qui est une actrice que moi j'ai découvert, mais pas dans Divergente, mais que je trouve qu'il joue très bien. Qui est excellente. Regardez Misanthrope, j'aime beaucoup cette actrice. Mais même dans le film là. Ouais, même là. Elle est même quand elle est à l'écran, elle ne sert pas à rien. Non, elle est très cool, elle est vraiment bien. Elle joue très bien, et en plus, America Ferrara aussi, mais qu'on connaissait déjà, quoi. Bah oui, mais la série Cloud9 et tout, c'est une très bonne actrice. Et c'est ça qui est important, c'est que dans le film, en fait, le film se découpe, où vous avez du coup les manias de la finance, que vous verrez certains moments, mais pas trop. Forcément, Roaring Kitty, qui se fait aussi appeler Deep Fucking Value. Donc lui. Et vous avez ensuite des tranches de vie d'inconnus, de gens qui ont subi la pandémie. Au début, et ça c'est intéressant parce que j'aime bien, c'est vrai que en fait, j'aime pas trop quand ça fait ça, et là je l'ai pas beaucoup aimé, mais c'est que quand le film commence, il commence pas par le début, il commence par le milieu, enfin le truc que tout le monde a entendu parler, et ça commence comme ça, et en fait quand il se passe un truc de ouf, plein de personnages réagissent. Et en fait,
au début, moi, j'aime pas trop. Je fais, oh putain, c'est chiant, parce que je savais qu'il allait avoir 2 ans plus tard, 2 ans avant, ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, il y a plein de personnages qui réagissent comme ça. Mais je trouve que c'est intelligent, parce qu'en fait, ça fait que, vu qu'au début, tu connais pas les personnages, t'as plein de personnages de la vie normale, des personnes nobody, comme on dit, tu vois. Mais non. Et C'est là qu'il va falloir que tu me laisses finir mes phrases. mais attends, justement, et ça commence comme ça, où tu te dis, bah, je les connais pas, c'est n'importe qui. Et au final, quand le film arrive, tu fais, mais putain, ouais, en fait, ça recentre le truc du fait que, bah, non, même si les gens disent, ouais, c'est des nobody, bah, non, en fait, le film te prouve que non. Et pourquoi? T'as une infirmière, Oui, qui sait qui est en premier lien, des étudiants, et un vendeur de GameStop qui bosse dans un magasin essentiel, c'est incroyable. et le frère de Kiss, qui a perdu son travail et qui travaille dans un business essentiel et qui est coursier, livreur. Et en fait, ça qui est intelligent dans le film d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que les personnes qu'on te met en avant sont des personnes qui suivent, donc Stonk Mama a vraiment existé, et c'est incroyable. C'est incroyable. Et qui sont sur le serveur Reddit et qui capitalisent et qui font trembler Wall Street avec lui sans même le connaître. D'ailleurs, dans le film, vous allez souvent entendre l'expression main de diamant. Ouais, parce que c'est Ils font ce signe-là. Mais pourquoi main de diamant? Bah, je sais pas. Alors, regardez, écoute bien. Tu sais comment est créé un diamant? Bah non. En fait, le diamant... Bah, j'ai vu Blood Diamond pourtant, mais non. Le diamant, en fait, c'est de la roche qui arrive à une certaine profondeur avec de la pression. Se durcit et devient un diamant. Et devient super solide. Quand ton cours de la bourse monte, tout va bien. Mais il y en a, tu perds pas d'argent en bourse tant que tu vends pas tes actions. Donc c'est-à-dire que même si ton action se casse la gueule, tant que tu ne la vends pas, virtuellement, tu ne perds pas d'argent. Et il y en a qui gardent leurs actions, comme eux, jusqu'à ce qu'elles grimpent. Et alors du coup, ton action se casse la gueule et elle va dans les tréfonds de la terre pour aller jusqu'au niveau où il y a de la lave. Mais sauf que si tu tiens assez longtemps, la roche va devenir du diamant. Et c'est pour ça que les mecs sur Reddit disaient main de diamant. C'est-à-dire qu'ils gardaient leurs actions jusqu'au bout pour faire en sorte d'attendre que mais tout est codifié. Et il faut savoir qu'ils ont vraiment, mais ça c'est dans la vraie histoire, les mêmes débiles sur les singes qui se comparaient à des attardés. Je suis sûr que, alors, on sait que il y a des vidéos qui sont vraies parce que à la fin, quand ils vous montrent les photos des vraies personnes, parce que c'est une histoire vraie, les vidéos qu'ils vous montrent, c'est des vidéos qui sont intégrées dans le film. Et à mon humble avis, tout ce qu'il y a du subreddit, c'est des trucs qui sont vrais. C'est sûr. Déjà rien que les mèmes, il y a des mèmes partout dans le film et c'est incroyable parce que c'est très bien fait, je trouve. Fonctionne avec des mèmes. Ouais. Et là, Internet tout simplement. Mais oui, Internet, même Twitter, même. Mais là, c'est assez incroyable de voir parce que tu le dis très bien, c'est-à-dire c'est nobody, c'est-à-dire que il y a eu Occupy Wall Street et c'était intelligent qu'ils aient été fait dans le film cette référence que moi j'avais oublié Occupy Wall Street et c'est vrai que pendant un temps, il y avait même une nuit debout en France. Oui, c'est vrai. Dans les mêmes périodes. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié le moment où le peuple américain en voulait aux manias de la finance après la crise de 2008 parce que c'était la crise des subprimes qui avait vu des gens complètement mis à la porte et complètement désabusés parce que les taux d'intérêt avaient éclaté et qu'ils étaient plus en mesure ils étaient plus capables de rembourser leur crédit. Et donc, c'est resté ça dans l'inconscient collectif américain où il y a une sorte de... L'État est venu au secours des banques parce qu'on se rappelle de Lehman Brothers N86 qui s'était cassé la gueule et qui avait fait trembler les marchés financiers du monde entier. C'est-à-dire que là, l'économie mondiale, il y a eu un gros point d'interrogation. Va-t-elle tenir ou pas? Et l'économie mondiale, et il le prouve dans le film, c'est du zef. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut pas vous le dire, dans le film, il y a une réflexion qui est faite, je te le dirai en off, et j'y ai pensé après. Non mais moi, oui, je crois avoir... Il lui dit, t'as de la thune? Il dit non. C'est ça, oui. Mais c'est exactement cette scène-là que je pensais. Elle est incroyable. Tu vois, si elle était restée, le film... parce qu'après, ça passe à la télé, et puis l'infirmière en parle et dit, mais putain et puis c'est trop bien, parce que moi, je savais pas sur quoi t'allais mettre l'attention. Oui, c'est vrai que même sans connaître l'histoire, même en connaissant l'histoire, il y a un moment donné, j'ai dit... Et même toi, tu t'as réagi parce que on était tous les deux tout seuls dans la salle. On était une salle. En plus, ça fait des sorties cette semaine. Oui. Donc on était dans une salle tout seul à deux, donc on pouvait réagir comme on voulait. Deux mecs qui traînent sur les réseaux, deux mecs qui utilisent des mèmes, et donc ça faisait bizarre de voir limite des gens comme nous. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais sur Instagram, nos comparses nous ont envoyé un message en disant on est allé voir Dumb Money, allez le voir, il est incroyable. C'est incroyable. et nous, on était là, et pourtant c'est rare que dans un film, lui et moi, on échange. C'est souvent on se tait ou souvent au ciné, il y a des gens donc on reste poli, des fois en chuchotant, mais là c'est vrai que François Hollande, je pense que après une heure, on s'est lâché en mode on a dit et moi je lui ai dit, j'étais là, on dit je me suis retenu, je fais moi j'aurais vendu. Incroyable.
Non, mais et le pire, c'est que je savais pas qu'il allait me parler, mais quand il me parle, moi, tout de suite, je lui réponds. Et ça veut dire beaucoup sur le film. C'est-à-dire que moi, je suis en train de réfléchir, il est dans exactement le même état que moi. Ah oui, la reco est complètement notée, mais ce film-là, alors attention, on n'est pas sur du chef-d'œuvre. Alors oui, c'est pas à la hauteur de The Social Network de David Lynch, et comme je te l'ai dit, pas David Lynch, David Fincher, parce que il y a David Fincher derrière qui réalise un truc de ouf. Là, la réalisation est correcte, mais c'est vrai que le scénario le rythme et le montage et puis même la mise en scène est assez incroyable, parce que tu tiens du début à la fin. Et les frissons à la fin. C'est ça. Mais même pendant le film où t'es là, la tension monte, tu sais, quand ils sont juste devant leur portable ou le bloc devant son ordi, tu vois, tu fais mais waouh. Ah ouais, et puis les réflexions, et puis même on se sent, pour eux, c'est rare quand ça fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des situations, donc pour les gens qui ne sont rien, dédicace à Emmanuel. Comme Vincent, coucou. C'est pas toi Twitch. Et les gens qui ne sont rien, incroyable de dingue. Que même de voir, parce qu'on a de l'empathie pour eux, parce que en plus on vous les montre pas tant que ça. On peut se représenter dans certains personnages, donc. Mais oui, mais on te les montre pas tant que ça, parce qu'ils interviennent ponctuellement, mais à chaque fois qu'on les met dans le film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Ça sert à quelque chose. Le timing est parfait, pratiquement. Le mec de GameStop, d'ailleurs, je l'ai pas noté, mais avec cet acteur-là, Dan Diane, qui a vraiment un second rôle et qui est un acteur maintenant. Il a joué dans Valérian, il a joué dans Chronicle, il a fait le Spider-Man, là, avec Andrew Garfield, donc c'est un putain d'acteur, et là il joue pratiquement tout le temps avec son masque, une espèce de queue dégueulasse qui truc de Star Wars là, et au début j'ai reconnu ses yeux et je fais mais non c'est lui, et à un moment il enlève son masque, je fais mais what the... et c'est vraiment ce même quand il enlève son masque, c'est un moment spécial du film. C'est-à-dire que là il y a un vrai taf qui est fait, l'histoire du Wall Street Bets, allez vous renseigner dessus. Et c'est moi, ça m'avait fait déjà à la BDR, ça m'avait fait vraiment marrer que des branleurs en slibard derrière leur écran. L'histoire est folle. Ou des gens qui soient juste qui avaient envie de faire chier. C'est parce que attention, le serveur 4chan et Reddit, quand ils ont envie de casser les rouleaux, et c'est pas Shia LaBeouf qui va dire le contraire. C'est ça. Quand ils se motivent, ils sont hardcore, tu vois. Et ça va même, il y a de la toxicité. D'ailleurs, ils en parlent. C'est pas positif du tout ce qu'ils font. Très souvent, c'est des hommes. Parce que il y a l'infirmière qui est avec son pote là, qui est infirmier aussi, je crois, et qui dit c'est sur Reddit, et lui à Reddit on me parle pas de ça, et puis après elle met une page Reddit et t'as des insultes de ouf. Ah oui, Reddit c'est un peu le fond de cul de beaucoup de saloperies d'internet. Et c'est ça qui est intéressant, on va pas se mentir, ça se passe au début en introduction pour Reddit, parce que tout le monde ne connaît pas Reddit, même si aux États-Unis je pense que c'est pas mal connu. Ils te présentent Reddit comme un forum avec des gens qui parlent mais n'importe comment, qui sont toxiques de ouf, et la morale de l'histoire, c'est on va pas se mentir, mais c'est comme beaucoup de réseaux sociaux, et au final la morale de l'histoire, ils disent que ça réunit des gens et ça a soulevé un peuple contre la machination. Et ça a pas réuni que des gens geeks, ça a aussi réuni des mères de famille, il y a ça aussi, il y a le fait qu'ils parle de nerd et tout ça. Oui, mais ça a réuni aussi des gens qui sont des mères ou des pères de famille avec un foyer, qui des fois vont sur Reddit le soir et qui regardaient parce que Keith Gill, lui, il mettait dès qu'il le pouvait sur sa chaîne, il faisait le compte rendu de ce qu'il faisait avec ses actions, et ça c'est vrai. Une fois que je sais plus comment ça s'appelle, mais une fois que les trucs étaient clos en fait, donc c'était pas illégal en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui est important, et que moi au début j'avais pas compris tout de suite, tu vois. Vrai, et je me dis c'est vrai, mais attends, il diffuse ces trucs mais après il le dit oui, mais j'attends que la bourse ferme, parce que il en parle à ses parents ne comprennent pas, et c'est à ce moment-là, en fait moi je suis ses parents, tu vois, à ce moment-là du film, tu vois, et il dit non, j'attends que ça ferme et je diffuse mon portefeuille en direct et tout, et il pour être clair, quoi. Il explique pourquoi. Et alors on va pas tout vous dire, il y a des thématiques même qui sont liées à la pandémie. Ah oui, ça je m'y attendais pas. Et moi non plus je m'y attendais pas, et c'est pas trop insistant. Et c'est bien intégré, c'est bien mis. C'est émouvant là où c'est fou, c'est fou. Et le film est métaphorique, mais honnêtement, comment vous dire, quand je suis sorti de la salle, c'est rare quand ça me le fait, et ça me l'avait un peu fait pour Rogue One, et je crois que c'est l'une des rares fois où je le ressens en sortant d'une salle. Mais quand je suis sorti de la salle, c'est pas que je bondissais, mais je suis monté, j'ai dit putain, et tu sais, je me suis dit est-ce que je suis un loser? Est-ce qu'on est des losers ou on n'est pas des losers? Mais ils nous prennent pour des losers. Mais comment faire en sorte pour leur montrer c'est encore mieux quand tu nous prends pour des débiles et qu'on la met à l'envers? Ton orgueil
Et ça, c'est incroyable. Vraiment, Seth Rogen et tous ceux qui jouent dans ce film, incroyable. Ouais. Franchement, incroyable. Et bah, GG Tizik. Et bah, GG Tizik. Des Lego, donc Et bravo. bah, bon légotage. Mais je crois qu'on va pouvoir le noter. Ouais. Moi, je vais lui mettre, à la base, je voulais lui mettre un 8, mais il va prendre un 9. Il a un step de, vraiment, s'il y a un truc que je reprocherais, moi, par rapport à mon regard au film, c'est que le moment où ça périclite, comme tu dis, le moment de ouf, pour moi, il est pas assez vénère. Oui, ouais, mais t'as raison. Pour moi, ça fait un peu pétard mouillé, mais s'il va aller trouver un défaut, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est l'un des meilleurs films de la fin d'année. Ça part en plus en mode documentaire que film comme tu dis épique, Ouais. tu vois, et c'est un peu ça qui est dommage. Après moi je trouve que c'est pas parfait parce que la réalisation est quand même très sobre, il y a des trucs qui sont sympas mais la réalisation est sobre. Moi je lui mettrais un 8. Donc moi en fait j'hésite entre 8 et 9 mais je pars plus sur un 8 parce que je reste un peu sur ma fin côté réalisation, tu vois, mais sinon c'est fou. Et alors, voilà, et on vous recommande plus que chaudement, si vous voulez aller au cinéma, si vous avez une carte d'abonnement, vous vous dites, tiens, en fin d'année, quel genre de film je pourrais aller voir. On n'a pas vu tous les films de ce mois-ci, mais celui-là... Il est sorti cette semaine, allez-y. Allez-y, vraiment, clairement. Si en plus vous streamez, que vous connaissez un peu le monde internet, comme Lidsen, Tizik, etc., c'est vraiment un film qui va vous parler. Et vraiment, merci au réal, merci Paul Dano, merci aux acteurs et actrices de ce film de l'avoir fait exister. Franchement, Cimer, je crois que c'est je n'achète jamais de 4K. Ça va être le seul, vraiment. T'es pas obligé de l'acheter en 4K. Ah, moi, je le veux, je veux pouvoir me le mater après, tu vois. Oui, tu l'achètes en Blu-ray, c'est bien aussi. Hein. Je veux une petite bibliothèque de films que j'ai. Donc, j'ai ton Las Vegas Parano Director Cut. Qui est très qui n'existe plus. Et t'as le documentaire Gonzo aussi. Et j'ai le documentaire Gonzo. Et j'aurai ce film-là. Et le fameux Van... Est-ce que t'as ouvert le Van Helsing Toujours collector? pas. Et Van Helsing en édition collector, en DVD. Donc, tu vois, ces films-là, moi, je les garde. Parce que j'aurais pas une DVD tech comme la tienne, hein, qui, ma foi... Donc là, on voit que des comics. Ouais, pardon, elle est là. Il y a une partie là. Vous pouvez voir des DVD ici. Il y a des DVD là. Et derrière la litière de chat, il y a des DVD aussi. Donc, j'aurais pas la même DVD tech que toi, mais moi j'ai envie d'avoir une DVD tech, c'est-à-dire si jamais tu vois ma DVD tech, tu peux savoir tout de suite tes goûts psychologiquement où je me situe. Tu sais que quand je vais chez des gens, des fois je regarde leurs DVD beaucoup sur les parce gens. que ça dit comme les baskets, hein. Ouais, mais pareil, ça montre l'état d'esprit des gens et comment ils pensent et tout ça. Tu sais, c'est comme la phrase dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai avec qui tu es. Voilà, tu vois. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Et ben voilà. Donc les 3 films que nous avons vus, c'est Gueule Noire qui prend tu as mis 7 aussi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Qui prend 7 sur 10 puisque c'est un film qui est encourageant, qui a une très belle introduction, qui installe très bien le décor. Et bon, pour Haven, malheureusement, il y a des choses qui ne marchent pas et qui ont été des choix qui ont été faits par le réalisateur avec lequel, bon, il y a des discussions. Et moi, pour le coup, c'est parce que je n'étais pas sensible à cette manière de montrer de l'horrifique. Néanmoins, c'est un film qu'il faut encourager. Donc, si vous aimez un peu l'horreur et les influences que peut avoir Monsieur Tchuri, écoutez le podcast que Raven communiquera ultérieurement. Et c'est juste le podcast qui s'appelle Jumpscare, tout simplement. Donc vous pouvez éventuellement vous laisser tenter. Deuxième film, c'est Bâtiment 5 réalisé par Lajli qui nous a ô combien déçu, qui prend un 4 de ce côté-ci et un 5 de ce côté-là, où Lajli malheureusement de notre appréciation, en tous les cas de la mienne, manque de courage. Il y a un film en demi-teinte où trop de nuances tue la nuance et qu'arrive à un moment donné, si on fait des films engagés, on s'engage et ça serait pas plus mal de le faire. En démat, j'ai des centaines de films. Oui, je voulais rebondir sur ça. Alors, je pense que quand tu parles de démat, c'est pas des films achetés ou loués sur YouTube, mais faut savoir que il y a un très bon exemple qui vient de se produire récemment pour la démat, et je parle pas des films là, c'est Sony qui ferme un service où en fait tu pouvais acheter de la démat à vie. Donc en fait ils le ferment et les gens ne seront pas dédommagés, n'auront plus du tout leur truc. Donc attention aux démat, hein. Et puis moi aussi j'avais sur mon disque dur énormément de films. Et mon disque dur a cramé, et voilà, tout simplement, j'ai plus de films. Donc je suis quand même content d'avoir du physique, mais après je comprends, encore une fois, et je pense que Lidsen, pareil, comprendra, parce qu'elle achète beaucoup de livres. Ça coûte de l'argent. Beaucoup de livres. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais c'est mieux d'avoir et de la place. On veut l'objet. Oui, voilà. Voilà. J'ai 3 DD. 3 Dungeons et Dragons. Je crois. Non, c'est disque dur. Pardon.
t'es un peu trop dans le Tolkien universe. Oui, mais Il oui, nous oui. faut de la pépette là. Mais oui, même les disques durs, c'est pas éternel. Moi, j'ai un disque dur qui est là, j'ai pas récupéré mes Ah, films. ouais, c'est- Bon, c'est pas très grave parce que une des parties de Oui, films que j'avais, c'est- je les avais déjà en DVD ou Blu-ray. Et puis de toute façon, maintenant, je télécharge pratiquement plus. Je fais que ou regarder les films sur les plateformes. Et le problème des plateformes, c'est que il y a beaucoup de films qui ne sortent tout simplement pas en physique. oui. Sur Netflix, il y a des bon. Je vais pas dire que tous les films de Netflix sont incroyables, les originaux, Non. mais ils ne sortent pas en DVD ou en Blu-ray. Donc, encore une fois, là, il y a un film qui s'appelle Rain Gold, un film que je voulais voir au cinéma et que j'ai pas pu voir et qui est sorti en physique. Il est sorti seulement en DVD et pas en Blu-ray. On est en 2023, il n'y a pas de Blu-ray, c'est incroyable. Mais bon, voilà. C'est la saucisse. On vit dans une saucisse. Et incroyable parce que vous parlez de dématérialiser, c'est ce qui a failli coûter à c'est ce qui a Oui. enfoncé GameStop dans les méandres de la Et ils en déchéance des parlent places d'ailleurs boursières. dans le Bien film. sûr, parce que on n'achète plus de jeux en démat, mais du coup c'est Dub Money qui récupère un 9 de ma part et un 8 de sa part. On trouve que c'est un très bon film qui vous raconte l'histoire folle de gens du quotidien qui arrivent à mettre une sacrée béquille au fonds d'investissement de Wall Street. Les fonds d'investissement de Wall Street, tenez, ça c'est pour vous. Et en tous les cas, on vous recommande, c'est vraiment notre coup de cœur de ce GRS, on vous recommande chaudement d'aller le voir. Merci Voilà. Raven. Merci à toi. Merci à vous, Litzel, de Tizik, Fufu, Foufou, pour les Tout le Anglais. monde, ouais. Casta, tous ceux et toutes celles qui passent sur le stream, qui passent sur la VOD et qui passent sur le Twitter. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner. Merci à tous. Merci aux réalisateurs, sauf la Julie. Désolé, elle est pas pour toi. Bah, Et pas merci à Vincent Bolloré parce que tu sais tout le mal qu'on se pense de toi. indirectement, il nous a fait du contenu, donc. Bon, merci quand même, la Julie, mais pas merci Vincent Bolloré. Même si indirectement tu nous fais de contenu, sache Non, pas merci. qu'on ne t'aime pas. Clairement pas. Ni tes chaînes. Méchant. Méchant Bolloré. Méchant. On vous dit à très bientôt sur notre chaîne et d'ici à ce que vous nous retrouviez en pleine forme, n'oubliez pas qu'il est important d'avoir des petits chats et surtout de casser. De réalité. À bientôt sur la BDR TV.